Bonsoir à tous et bienvenue dans ce webinaire organisé par le CIPAC sur la prise en charge du syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Je m'appelle Clarisse Grimard, je suis infirmière et formatrice clinique et j'ai le plaisir d'être accompagnée ce soir d'Anaïs Aissou, formatrice. Pour des raisons techniques, la première partie de ce webinaire a été réenregistrée. Je remercie Hugo pour l'organisation de cet événement et Justine, qui est ma collègue de RESMED et qui m'a accompagnée dans la préparation de cet événement également. Avant de vous présenter le sommaire et la présentation de ce soir, je vais vous dire quelques mots de la société RESMED pour laquelle nous travaillons avec Anaïs. RESMED est une société australienne dont le siège est basé à San Diego, en Californie, aux États-Unis. Depuis plus de 30 ans, RESMED développe des solutions innovantes, des dispositifs médicaux pour soigner les patients en chronique à domicile en lien avec des pathologies du sommeil ou de l'insuffisance respiratoire chronique. Au programme ce soir, le webinaire va se dérouler en 3 parties. Premièrement, je traiterai du syndrome d'apnée du sommeil et des spécificités en cardiologie, ce qui vous intéresse particulièrement ce soir. Dans une deuxième partie, nous traiterons le dépistage, le diagnostic et les options thérapeutiques qui pourront être proposées à vos patients. Et enfin, nous terminerons cette présentation par une partie questions-réponses. Nous allons passer environ 1 heure ensemble. Je vous invite à poser vos questions dans le chat, à surveiller les sondages qu'Anaïs va vous proposer tout au long de cette présentation. Dans cette slide, nous vous avons regroupé un certain nombre de ressources si vous vous intéressez au sommeil et à ses problématiques, avec des références, des formations disponibles, la Société de recherche et de médecine du sommeil, les formations disponibles. Évidemment, ResMed propose des ateliers cliniques en ligne et en présentiel. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos interlocuteurs de terrain. Également l'Institut national du sommeil, le réseau Morphée, etc., l'Alliance apnée du sommeil. Il y a énormément de références bibliographiques en lien avec le SAOS et les pathologies cardiovasculaires. Il est très difficile d'être exhaustif. Vous aurez un certain nombre de références dans cette présentation. S'il vous manque des éléments ou si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos interlocuteurs. Le SAOS, le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, le sommeil en général et notamment en lien avec la santé cardiovasculaire est un élément d'actualité. Pour commencer, en guise d'introduction, je vous ai mis ce papier qui est en libre accès, qui est le résultat d'une collaboration franco-suisse. Euh, les experts ont étudié un score de sommeil et mis en évidence qu'en améliorant son sommeil, eh bien, on peut protéger sa santé cardiovasculaire et éviter un certain nombre d'accidents cardiovasculaires, ce qui est très important à souligner, et notamment ce soir en lien avec notre thématique. Pourquoi c'est aussi un sujet d'actualité? Eh bien, la SFRMS, le congrès du sommeil organisé par la SFRMS et la SPLF a eu lieu il y a quelques jours à Lille et Dr Vanessa Birono, qui est pneumologue au CHU de Poitiers, a fait une revue clinique de ce qu'il s'est dit justement en lien avec le SAOS et les maladies cardiovasculaires. Alors, faut-il dépister le SAOS dans ces pathologies? Eh bien, la réponse est oui et je vais tenter de répondre dans cette présentation et de vous apporter des éléments et des arguments en regard de cet intérêt de dépister. Alors pour bien comprendre ce dont on parle quand on parle de pathologie du sommeil, il est important de rappeler à quoi sert le sommeil. Nous passons énormément de temps à dormir, nous passons plus d'un tiers de notre existence à dormir. Alors évidemment, il y a une notion de durée, mais également une notion de qualité du sommeil, puisque dans ce tiers de notre vie, de notre existence, eh bien, le sommeil a plusieurs fonctions, des fonctions restauratrices de récupération au niveau cardiovasculaire, au niveau respiratoire évidemment. Pendant le sommeil, nous régénérons nos cellules, nous stimulons notre système immunitaire et nous sécrétons des hormones. Nous consolidons notre apprentissage, la mémorisation, etc., etc. Le patient va passer par un certain nombre de stades et de cycles de sommeil et c'est ce qui va permettre une bonne récupération, une bonne qualité de sommeil et qui va lui permettre également d'attaquer sa journée dans de bonnes qualités. Nous verrons ensemble quelle est la problématique quand le patient souffre de pathologie du sommeil dans la slide qui suit.
quand on parle de pathologie du sommeil, c'est un secteur extrêmement large, extrêmement vaste. Ce qui nous intéresse ce soir, eh bien, ce sont particulièrement les troubles respiratoires du sommeil et notamment les apnées obstructives. C'est le trouble respiratoire le plus répandu, le plus commun qu'on va rencontrer sur le terrain. Évidemment, toutes les autres pathologies qui seront explorées en labo de sommeil, on n'en parlera pas ce soir, mais évidemment, vos patients peuvent cumuler, hein, ils peuvent aussi avoir des insomnies, des problèmes de mouvement périodique de jambes, etc. Tout ça n'est pas incompatible et parfois c'est associé, et donc la prise en charge des patients doit être adaptée aussi dans ce sens-là. Les apnées centrales, elles peuvent aussi vous intéresser pour votre patient atteint de pathologie cardiovasculaire, parce qu'on le sait, le patient qui a une insuffisance cardiaque, plus l'insuffisance cardiaque est sévère, plus il est à risque de développer des apnées centrales. Ce n'est pas non plus le propos de la présentation de ce soir, mais ça pourrait, pourquoi pas, mériter une présentation à part entière. Il y a une prise en charge particulière, un traitement particulier, en tout cas des recommandations en lien avec ces problèmes-là. La respiration de Cheyne-Stokes est en lien aussi avec les apnées centrales. Nous ne parlerons pas non plus d'hypoventilation nocturne, qui est plutôt relative à un problème d'insuffisance respiratoire. Ce sont des patients qui n'auront pas le même traitement, qui bénéficieront pas d'une PPC, mais plutôt d'une ventilation. Voilà, on n'en parlera pas non plus ce soir. Nous, on va parler des apnées obstructives et pourquoi il est important d'aller dépister ces apnées chez vos patients. OK. Alors, vous allez entendre parler du syndrome d'apnée du sommeil. Ça, c'est le terme générique, syndrome d'apnée du sommeil. Pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe quand on parle de syndrome d'apnée du sommeil, on vous a mis des screens d'écran de polygraphie. Donc, sur cette première image, en fait, vous pouvez constater ce qu'il se passe quand tout va bien, quand le patient a une respiration normale. Donc, je ne sais pas si parmi vous, vous avez tous vu à quoi ressemble un graphique, en tout cas des courbes de polygraphie. Ça ressemble à ça. On n'a pas mis toutes les données, tous les indicateurs, mais on a les indicateurs principaux. On aura le flux, c'est-à-dire le débit du patient, l'air que la canule nasale va détecter au niveau des narines du patient, qui est relié au boîtier de polygraphie. On aura l'activité musculaire grâce aux sangles du thorax et de l'abdomen, et la saturation grâce à un oxymètre de pouls et le rythme cardiaque, évidemment. Eh bien, ce patient qui respire normalement, ce que vous pouvez voir, c'est qu'évidemment, le flux est tout à fait normal, régulier, d'une amplitude tout à fait physiologique. Tout ce qui est au-dessus du zéro est de l'inspiration et tout ce qui est en dessous du zéro est de l'expiration. Le patient respire normalement. Les mouvements thoraciques, thoraco-abdominaux sont normaux, le patient respire normalement. Si vous posez vos mains sur votre thorax et votre abdomen, vous allez sentir des mouvements respiratoires, qui sont d'une amplitude normale avec cet aspect-là. La saturation est tout à fait normale également, au-dessus de 94-95. Eh bien, que se passe-t-il quand le patient fait une apnée obstructive? Eh bien, on a quelque chose qui ressemble à ça. Il n'y a plus de passage d'air, l'air ne passe plus, la lunette va détecter ça, le polygraphe va détecter ça. On a un arrêt respiratoire, un arrêt du débit naso-buccal. Et ça, il faut que ça dure au moins 10 secondes. Alors, il y a des définitions extrêmement strictes, si ça vous intéresse, vous pouvez vous référer à l'American Academy, la ASM, c'est la Bible. Alors, bien sûr, il y a des recours françaises, des recours américaines. Il y a des définitions très strictes sur la qualification des événements et les médecins du sommeil, les médecins qui prescrivent les traitements, connaissent ça très bien, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Donc l'apnée obstructive, c'est cet événement-là, il n'y a plus de débit, ça dure plus de 10 secondes et on a ce qu'on appelle, vous pouvez constater sur les sangles, des efforts ventilatoires. Le fait que le patient ne respire plus, ça ne va pas plaire au cerveau, c'est pas quelque chose qui est une situation physiologique normale. Donc, le cerveau va envoyer l'information au diaphragme, qui est notre muscle respiratoire principal, bien d'essayer de faire rentrer de l'air à tout prix, coûte que coûte, et donc il va faire un effort ventilatoire. Et ces efforts-là, c'est ça qui va être délétère chez vos patients, on en parlera un petit peu plus loin. On a une activité musculaire, ce qu'on appelle une respiration paradoxale. Le patient va désaturer, etc., avec toutes les conséquences qu'on connaît. Donc ça, c'est mécanique, c'est vraiment ce qui se passe au niveau des voies aériennes supérieures. Juste après, je vous montre une vidéo et vous verrez dans les voies aériennes ce qui se passe réellement.
Il y a d'autres événements que peut rencontrer le patient. Ça peut être aussi ce qu'on appelle de l'hypopnée, des hypopnées. Donc là, vous l'avez pas à l'écran, mais il y a encore de l'air, il y a encore du débit qui passe, mais on a une diminution franche du débit dans les voies aériennes respiratoires. Elles peuvent être aussi obstructives, elles peuvent être aussi centrales. Et l'apnée centrale, pour finir justement, eh bien, c'est un événement aussi respiratoire pendant le sommeil. Le patient ne respire plus pendant plus de 10 secondes, mais là, on n'a absolument pas d'activité musculaire. Le cerveau n'envoie pas, la commande ventilatoire n'envoie pas le message au diaphragme. Les causes sont différentes du mécanisme de l'apnée obstructive et donc la prise en charge et le traitement également. Bien évidemment, les patients peuvent cumuler aussi les deux. Donc voilà à quoi ça ressemble sur des captures d'écran de polygraphie. Si vous travaillez dans des cabinets ou avec des médecins qui font du sommeil, n'hésitez pas à regarder sur les logiciels et sur les rapports de polygraphie, c'est toujours intéressant. Ici, nous vous proposons de regarder une vidéo. Donc là, cette vidéo, je vais essayer d'illustrer ça en vous expliquant ce qui se passe au niveau des voies aériennes du patient. Donc là, le patient va tranquillement s'allonger pour s'endormir. Il respire, il se relâche. Le relâchement musculaire, c'est vraiment la condition sine qua non pour tomber dans le sommeil. Il se relâche, mais il se relâche de manière excessive et de manière pathologique, puisque là, on voit que l'air ne passe plus dans les voies aériennes supérieures. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, on a ce qu'on appelle une bascule de la base de la langue au niveau du pharynx dans les voies aériennes supérieures. Et donc, c'est ça qu'on appelle l'apnée obstructive du sommeil. À un moment donné, les muscles dilatateurs du pharynx, qui sont censés maintenir un certain tonus et donc permettre à l'air de bien arriver jusqu'à nos poumons, puisque nous avons besoin d'apporter de l'air jusque dans nos poumons pour oxygéner nos organes, eh bien ça ne peut pas se produire, puisque la base de la langue bascule en arrière et l'air est complètement bloqué. Vous avez vu ici la réaction au niveau du thorax et de l'abdomen. On ne voit pas vraiment l'abdomen, mais ce qu'on appelle ces efforts ventilatoires que le patient va mettre en œuvre pour essayer de reprendre une respiration. Alors, il y a plein de facteurs de risque. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet ce soir, mais il y a des facteurs de risque anatomiques, des choses un petit peu qui sont en lien avec le massif, la croissance du massif orofacial, une mâchoire qui est un petit peu reculée, une micrognathie, des choses anatomiques, une base de langue un peu hypotonique, des infiltrats graisseux, le poids évidemment. Voilà, il y a tout un tas de mécanismes qui peuvent expliquer l'apnée obstructive du sommeil. Il y a des formes familiales aussi, évidemment, qui peuvent expliquer tout ça. Des amygdales aussi proéminentes, etc., etc., des végétations. Enfin, il y a plein de facteurs qui peuvent favoriser la survenue de l'apnée obstructive. Alors, ce schéma, il peut paraître un petit peu compliqué, mais en réalité, je trouve qu'il résume assez bien le mécanisme de l'apnée obstructive. Le cercle vicieux par lequel le patient va passer et qui va expliquer toute la symptomatologie en réalité. Cette symptomatologie qui va vous aider, vous, à repérer les patients qui ont des problèmes de sommeil. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si on résume les choses, eh bien, notre patient se relâche, a un relâchement musculaire trop important. Les muscles dilatateurs ne font plus le boulot, l'air ne passe plus, on a un collapsus des voies aériennes supérieures. Le patient fait son apnée. Plus d'air, qui dit plus d'air, dit plus d'oxygène. D'accord? Diminution du taux d'oxygène, hypoxie, augmentation du taux de CO2. Et ça, c'est pas physiologique. On n'est pas fait pour fonctionner avec un taux d'oxygène trop bas ou un taux de CO2 trop élevé. Notre physiologie fonctionne à l'équilibre dans certains seuils. On doit fonctionner entre certains seuils d'oxygène et entre certains seuils de capnie. Et donc, le cerveau n'est pas OK avec ça et il envoie l'information au diaphragme de dire OK, il faut augmenter l'effort ventilatoire. La seule manière que le corps humain a de retrouver ce tonus musculaire, eh bien, c'est de provoquer, le cerveau va provoquer un micro-éveil. Ce micro-éveil, le patient ne s'en souvient pas, mais c'est ce qui va fragmenter le sommeil du patient, qui va déstructurer son architecture et qui va faire en sorte que le patient ne passera plus par certains stades de sommeil et n'aura plus un sommeil de bonne qualité. Donc, le patient fait son micro-éveil, il a ce qu'on appelle une reprise ventilatoire sonore, intense, il va réouvrir ses voies aériennes et va retrouver un taux d'oxygène normal, un taux de CO2 normal. Ça fragmente le sommeil et c'est ce qui crée tous les symptômes dont on parlera un petit peu
plus tard. Et cette hypoxie intermittente, cette stimulation du système sympathique, mais c'est ce qui va expliquer en partie toutes les conséquences cardiovasculaires que vous connaissez très bien chez vos patients. Alors, les conséquences directes sur l'architecture du sommeil, eh bien, ça peut ressembler à ça. Ça, c'est un hypnogramme. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce type de graphique. L'hypnogramme, c'est la représentation graphique des différents stades de sommeil par lesquels le patient va passer pendant qu'il dort. Donc, en rouge, vous avez un patient qui ne va pas bien. J'aurais dû commencer par le patient en bleu. En bleu, c'est un patient qui dort normalement. Donc, tout en haut, on a la situation d'éveil. Le patient est réveillé. Puis, petit à petit, il va s'endormir, passer en sommeil léger. Là, il est plutôt réveillable. Et puis, petit à petit, il va s'endormir un peu plus profondément. Et puis, jusqu'à arriver à un sommeil profond en début de nuit assez rapidement. Et ainsi de suite. Il revient en sommeil léger et puis il va arriver jusqu'au sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, c'est le sommeil des rêves, c'est le sommeil où on récupère psychiquement. Et ça, ainsi de suite. Et vous voyez que la durée de sommeil profond va être très importante en début de nuit. Et puis en fin de nuit, on en fait un petit peu moins. On fait plus de sommeil paradoxal. Et c'est cet enchaînement des stades de sommeil qui fait qu'on a une bonne qualité de sommeil et que le matin, on se réveille en forme et qu'on peut attaquer notre journée de manière dynamique et tout à fait normale. Le patient qui fait l'apnée du sommeil, il n'a pas du tout cette architecture du sommeil. Il est en rouge, il est là, il est éveillé, il va s'endormir et puis petit à petit, il va faire des événements qui vont faire qu'il ira peut-être jusqu'au sommeil profond. Il va y aller un tout petit peu parce qu'il faut quand même récupérer physiquement, mais il ne va pas y rester très longtemps. Il va faire un peu de sommeil paradoxal, mais très peu. En réalité, vous voyez que dans la nuit, il n'y a plus vraiment de stade paradoxal. Il va rester en sommeil lent, léger, tout au long de sa nuit. Alors, il va dormir 7 heures, 8 heures. Il va vous dire, OK, moi, je dors 7, 8 heures, c'est parfait. Mais en réalité, non. Il a une bonne quantité de sommeil, mais il n'a pas une bonne qualité de sommeil. Et comment on va traiter ça? Eh bien, on verra des options thérapeutiques qui pourront traiter ce syndrome d'apnée du sommeil. Alors, les conséquences physiologiques immédiates. Ce schéma, là, je vais vous montrer 2 schémas, puis après, on va passer à des choses un peu plus concrètes. Mais je trouvais ça important de partager ça avec vous parce que ça illustre bien ce qui se passe au niveau physiologique. Cette hypoxie intermittente, cette diminution du taux d'oxygène, ça, c'est en réalité extrêmement mauvais pour l'organisme. D'accord? Quand le patient fait son apnée, eh bien, ses efforts ventilatoires, ça va créer ce qu'on appelle une pression négative, d'accord? Une pression négative intrathoracique. Et ça, c'est pas bon pour notre organe principal qui vous intéresse, le myocarde. Ces pressions négatives qui vont s'appliquer sur le myocarde, elles auront un impact important et elles peuvent amener des complications. C'est ce qui va stimuler notre système sympathique, qui va faire qu'on va sécréter des catécholamines, qu'on va augmenter notre tension artérielle, et qu'on aura des micro-éveils. Et c'est ces micro-éveils, cette stimulation, ce tonus vagal, etc., toute la nuit de manière répétée, parce qu'évidemment, les patients ne font pas un événement dans la nuit, ils en font plein, et ça de manière répétée tout au long de la nuit. Eh bien, c'est ça qui va amener les complications cardiovasculaires. Dernier schéma, un peu technique, mais franchement qui résume assez bien ce qui se passe au niveau du système cardiovasculaire. Ces pressions intrathoraciques, j'en ai parlé, elles vont agir sur le myocarde, elles vont en réalité augmenter la post-charge, elles vont agir sur le tissu même du myocarde, elles vont remanier ce tissu de l'oreillette notamment. Elles vont augmenter ses besoins en oxygène alors que le patient fait déjà de l'apnée et qu'il manque d'oxygène. Il y a tout un phénomène de stress oxydatif, je pense que ça vous parle très bien, de cascade inflammatoire, de sécrétion de substances qui sont pas bonnes pour l'organisme, pour les vaisseaux, tout un tas de lésions, de dysfonctions au niveau endothélial associées à de l'hypertension, l'athérosclérose. On peut imaginer tous les dégâts que ça peut réaliser. Eh bien, la survenue de troubles du rythme aussi, parce que ça crée des cicatrices au niveau du tissu de l'oreillette. Ça peut gêner la conduction et créer de la fibrillation, des troubles du rythme, etc., etc.
Donc voilà le cercle vicieux dans lequel le patient s'installe. Et ça évolue à bas bruit. Ça évolue à bas bruit et quand le patient a des symptômes, des complications, ben, c'est déjà trop tard. Donc l'intérêt, c'est d'aller dépister ces patients, d'aller les trouver pour les traiter précocement et éviter qu'ils ne fassent ces complications. En termes de timing, Anaïs, est-ce qu'on est bien? Fais-moi signe, n'hésitez pas. Je ne me rends pas compte. Il est 21h05. Allez, on y va, on accélère. Alors, on parle de syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Pour parler de syndrome, il y a une notion qui est très importante qu'on va introduire dans ce syndrome-là, c'est l'IAH, l'index d'apnée-hypopnée. Et en fonction de la valeur de cet IAH, on aura une notion de sévérité du SAOS. À partir de 5, c'est déjà anormal, d'accord? Évidemment, il faut que ce soit associé à des symptômes, à de la clinique pour les patients. En fonction de la sévérité du SAOS, le traitement ne sera pas le même. Ça, on le verra à la fin, évidemment. Les options thérapeutiques seront différentes en fonction de la sévérité et des comorbidités. Donc, ce nombre d'événements, en fait, ce qui se passe, c'est que le logiciel de polygraphie va faire une première analyse, va compter le nombre d'événements total, rapporté au temps de durée de sommeil. Le médecin spécialiste du sommeil va faire une relecture, va réanalyser tout ça, et à la fin, on a un IAH global, un nombre d'événements par heure. Et l'objectif, c'est d'aller d'aller traiter cet IAH quand on met en place un traitement. Ok. On a encore une question, ça y est, c'est reparti. Oui. J'espère que nos participants sont On va en être forme. aussi vifs que pour la première. Alors, la question, c'est selon vous, quelle est la prévalence en pourcentage de l'apnée du sommeil dans la population générale? Alors, quand on parle de population générale, je pense qu'on parle de population adulte, hein, Clarisse? Oui, Ouais. absolument. Population adulte en France. Alors, au niveau des réponses, ça oscille entre 15 et 30%. Là, ce qu'on a, c'est entre 15 et 30. On a du Ouais, 20, du ils sont forts, hein? 28. Ouais, complètement. Et beaucoup de 20% là sur la fin, 12%, 22%. Vous êtes au top. C'est ça. 20% en France, un adulte sur 5. Bravo. Un adulte sur 5, c'est quasiment voilà, c'est plusieurs millions de personnes. Et on sait que malheureusement, c'est largement sous-diagnostiqué. C'est qu'il y a beaucoup de patients encore qui sont dans la nature, pas pris en charge. Donc oui, 20%, vous êtes dans le vrai, vous êtes absolument, vous avez raison. Alors, quelques chiffres, et puis on va pas passer trop de temps là-dessus, mais juste pour que vous ayez en tête que c'est une maladie qui est, un syndrome qui est assez répandu, qui a une prévalence qui est forte. Cette prévalence, elle est d'autant plus importante qu'on avance en âge. Voilà, en réalité, plus on avance en âge et plus on a de risques de développer un syndrome d'apnée du sommeil, un syndrome d'apnée obstructive du sommeil. 10% des hommes entre 30 et 49 ans, 17% entre 50 et 70 ans. Et ce qui est très intéressant de constater sur ces données-là, c'est que entre 50 et 70 ans, les chiffres chez les femmes, la prévalence chez les femmes triple. Et donc, je pense que vous avez bien compris ce qui se passait à ce niveau-là. On a un facteur de risque qui est majeur, qui est la ménopause avec cette chute hormonale et des femmes qui peuvent passer complètement à côté du diagnostic, au cas des médecins qui vont passer à côté du diagnostic, cette chute hormonale qui va faire tripler le risque de développer un SAOS. Les hormones, si ça vous intéresse, il y a des choses, il y a plein de papiers sur le sujet. Elles nous embêtent toute la vie, toute notre vie, mais elles ont un rôle extrêmement protecteur et dans la tonicité de ces muscles dilatateurs du pharynx. À la ménopause, c'est plus le cas. On a une chute hormonale, les muscles dilatateurs du pharynx qui vont moins bien fonctionner en termes de tonicité. Et puis, on a une répartition aussi du tissu graisseux qui peut un peu migrer au niveau des voies aériennes supérieures. Il y a plusieurs mécanismes qui peuvent expliquer ça. Donc, soyez vigilants si vous avez dans vos patientèles des patients peu suivis pour des problèmes cardiovasculaires et en plus qui sont dans ces âges-là, il faut vraiment les questionner sur leur sommeil. Pour le sujet qui vous intéresse ce soir, les pathologies cardiovasculaires, la prévalence, elle est énorme. 83% des patients qui ont une hypertension résistante ont un IAH supérieur à 10. L'hypertension artérielle, juste, Naïf, je ne sais pas si tu as notion, c'est 17 millions de personnes en France. C'est énorme. Donc, c'est des gens que vous voyez tous les jours dans vos cabinets, dans vos consultations. L'obésité, évidemment, la fibrillation auriculaire, la prévalence, elle est énorme. Le diabète de type 2, l'insuffisance cardiaque, l'hypertension, les AVC, les coronaropathies.
Quelques messages clés par pathologie. Je vais essayer de pas trop vous perdre, mais on a essayé de synthétiser ça. Alors, c'est un résumé vraiment de ce que disent les sociétés savantes, les experts, les sociétés de cardiologie, etc., en lien avec les pathologies. C'est ce que je disais sur la slide précédente, 83% des personnes qui ont une hypertension artérielle résistante, donc qui ont une trithérapie, souffrent d'apnée du sommeil. En réalité, qu'est-ce qui se passe? L'hypertension, elle va évoluer à bas bruit. Tous ces micro-éveils, cette stimulation du système sympathique, etc., va faire que les patients ne vont plus diminuer leur tension artérielle la nuit, comme ça devrait être le cas. Ils gardent une tension artérielle élevée, et le fait d'aller les traiter, d'aller mettre une PPC, eh bien, on va pouvoir restaurer ce phénomène qu'on appelle, vous connaissez ça mieux que moi, les patients deeper, non deeper, ils vont pouvoir de nouveau avoir cette régulation de la tension la nuit. C'est très important d'aller, c'est plus que très important, c'est recommandé d'aller dépister les patients, les problématiques de sommeil chez les patients hypertendus et notamment chez ceux qui ont une hypertension artérielle résistante. Plus les apnées obstructives du sommeil sont sévères, moins la pression artérielle est contrôlée malgré l'utilisation des traitements. Donc ça, il faut vraiment que vous l'ayez en tête si ce n'est pas déjà le cas. Il y a un patient chez qui vous êtes obligé de réévaluer le traitement, d'augmenter les doses, de changer de molécule. Posez-vous la question, posez la question du sommeil, il faut aller creuser. Peut-être qu'il y a quelque chose de ce côté-là. La fibrillation auriculaire atriale, la prévalence, elle est énorme. 62% des personnes qui ont une fibrillation auriculaire paroxystique souffrent d'apnée du sommeil. On l'a dit, ces pressions négatives, ça remanie le tissu du myocarde, ça crée des problèmes au niveau de la période réfractaire, etc., des problèmes de conduction. Et pire que ça peut même, si on ne traite pas ce syndrome d'apnée obstructive du sommeil, l'AFA peut récidiver et ça a même un impact sur le traitement. C'est-à-dire que en fonction, enfin les cliniciens qui connaissent ça vont adapter le traitement de l'AFA en fonction du SAOS ou pas. Ça a un lien sur la qualité de vie et sur la qualité du traitement. Ok. Pour poursuivre, l'insuffisance cardiaque. Donc ça, c'est aussi des patients que vous rencontrez beaucoup sur le terrain. Des patients qui ont une insuffisance cardiaque. Un tiers des patients souffrent d'un syndrome d'apnée du sommeil. Alors, si on met une PPC chez ces patients, c'est pareil, on va diminuer le risque d'insuffisance cardiaque, en tout cas le risque de récidive. On va diminuer le risque de mortalité, on en reparlera après dans la dernière partie sur les bénéfices du traitement. Mais là encore, il faut y penser. Évidemment, chez ces patients insuffisants cardiaques, ils peuvent avoir un syndrome d'apnée obstructive, mais ils peuvent aussi avoir un syndrome d'apnée centrale qui est en lien avec la pathologie cardiaque qui évolue. Donc là encore, il faudra vraiment s'intéresser à cette question, essayer d'explorer, d'optimiser le traitement, de faire un bilan complet chez ces patients, si derrière il y a une prise en charge particulière, notamment avec de la ventilation auto-asservie. Ok. Bon. Les syndromes coronariens, c'est pareil. Il n'y a pas vraiment de recommandation en l'absence de clinique. S'il n'y a pas de symptômes, bon, il n'y a pas de recommandation stricte pour aller dépister tous les patients qui ont un syndrome coronarien aigu. Et dès qu'il y a un problème de symptômes de clinique au niveau de fatigue, de somnolence, on verra les symptômes dans les suites de cette présentation. Il faut y penser, il faut aller questionner et envoyer votre patient en bilan de sommeil. Les AVC, évidemment, je ne vais pas m'étendre non plus sur le sujet, mais tous les patients qui ont fait un AVC, en général, maintenant, dans les services, il y a des dépistages systématiques, des screenings, même sans parler de polygraphie ou de polysomnographie, on utilise des appareils de dépistage pour un peu trier les patients en fonction de la gravité et de l'urgence. Voilà, on vous mettra toutes les références, ça vous aurez tout ça si ça vous intéresse. 110 pages en anglais, bon, c'est pas pour ce soir, je vous épargne ça ce soir. Allez, encore un sondage. Non, c'est le message à emporter à la maison. C'est le message de la fin de la première partie. Pardon. Je vois l'heure qui file et je vais accélérer. Le premier message pour la maison pour ce soir, le message clé, c'est vous avez des patients dans vos cabinets, dans vos consultations avec des pathologies cardiovasculaires, des comorbidités, des troubles du rythme, la fibrillation auriculaire, de l'hypertension, de l'insuffisance cardiaque. Il faut penser sommeil, qualité de sommeil et dépister ces patients parce que il y a un réel bénéfice. OK? On arrive à la fin de cette première partie.
Anaïs, on a des questions, j'imagine que… Pas trop pour Pas l'instant. trop? Bon, ils sont Non. sages. OK. Alors, la deuxième partie, eh bien, je vais essayer de vous raconter un petit peu l'histoire du patient, le parcours patient, rapidement, pour que vous ayez un peu une idée de ce qui se passe pour ces patients qui sont dépistés. Donc, au départ, on a un patient qui a des symptômes. Alors, en général, ça peut être le patient lui-même qui a une plainte de sommeil. Ça peut arriver, ça peut être le conjoint aussi qui va se plaindre. Ça peut arriver aussi, qui peut prendre peur avec des épisodes d'étouffement, d'arrêt, de pause nocturne, de pause respiratoire, et ça peut inquiéter beaucoup le conjoint ou la conjointe. Le médecin généraliste, évidemment, a un rôle primordial. Tous les acteurs de santé, les paramédicaux, et vous en faites partie, vous êtes infirmier, vous êtes IPA de cardiologie, vous avez des patients tous les jours qui peuvent souffrir de troubles respiratoires du sommeil. Évidemment, il y a des outils, on verra tout à l'heure, qui peuvent être à votre disposition. Donc, ce patient, il va être dépisté, peut-être par le biais d'un questionnaire, par le biais d'un interrogatoire clinique, et il va être orienté vers un médecin spécialiste du sommeil qui va pouvoir poser un diagnostic. Pour ça, on a des examens à disposition, polygraphie, polysomnographie. Aujourd'hui, ça se fait très bien à domicile. Ça peut se faire en labo de sommeil, mais ça se fait très bien aussi à domicile. Le médecin va prescrire un traitement en fonction de la sévérité, donc soit une PPC, soit une orthèse, et en fonction des comorbidités aussi associées. Si le patient bénéficie d'une orthèse d'avancée mandibulaire, eh bien, il y aura des spécialistes qu'on appelle des spécialistes de l'appareil manducateur qui seront associés à la prise en charge. Et s'il s'agit d'une PPC, ce sera un prestataire de santé à domicile. Dans le suivi thérapeutique, alors vous interviendrez pas forcément dans le diagnostic et dans le traitement, mais au niveau des symptômes du dépistage, vous avez un rôle clé. Dans le suivi, vous pouvez avoir un rôle clé, évidemment, puisque vous revoyez ces patients régulièrement, une fois par an, peut-être même plusieurs fois par an pour certains d'entre eux. Donc, rien ne vous empêche de questionner les patients sur leur traitement, sur la tolérance, sur le masque, sur plein de choses. Il y a des solutions à chaque problème, on peut proposer des choses. Et puis, sur l'adhésion. Évidemment, sur l'adhésion, l'accompagnement, l'éducation thérapeutique, etc., etc. Non seulement il faut que les patients soient traités, mais il faut qu'ils restent adhérents au traitement. Plus ils seront adhérents et plus le bénéfice sera grand. Alors, comment on va le repérer? Eh bien, il y a toutes les comorbidités. On le sait aujourd'hui, c'est très renseigné par les études, la science, le diabète, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, les symptômes. Et puis, il existe des questionnaires. Je vois dans le chat qu'il y a des choses qui sont renseignées. Évidemment, il y a des outils qu'on pourra vous partager, des questionnaires StopBank, des questionnaires NOSAS, le questionnaire de Berlin. L'échelle d'Epworth, c'est plutôt une échelle de somnolence. Alors, on va faire attention parce que la somnolence, c'est quelque chose de très subjectif. C'est une auto-évaluation par le patient lui-même. Et on sait aujourd'hui que la somnolence ne fait pas partie des symptômes chez tous les patients. Donc, ça peut être un outil, mais pour le dépistage, ce ne sera pas suffisant. Vous, ce qui vous intéresse, c'est comment je vais repérer ce patient. Là, on a essayé de vous lister les symptômes que peuvent rencontrer vos patients. Évidemment, il y a des symptômes un peu clés, la somnolence diurne, les ronflements, les céphalées le matin, la fatigue. Mais il y en a plein d'autres. Plein d'autres. La nuit, le matin, la journée, il y a des symptômes typiques également chez la femme qui vont parfois faire en sorte que le médecin va passer à côté parce que, eh bien, l'anxiété, les idées un peu dépressives, la ménopause, la fatigue, les douleurs articulaires, tout ça, ça va pas forcément faire penser à un problème du sommeil. La nicturie, les sueurs nocturnes, etc., etc., etc. Et les examens, j'en ai parlé, la polygraphie, la polysomnographie sont les deux examens à disposition pour poser le diagnostic. Qui peut prescrire? Une fois que vous avez repéré un patient, vous avez fait votre interrogatoire clinique, vous avez fait votre questionnaire, vous suspectez fortement que votre patient souffre d'un syndrome d'apnée obstructive du sommeil, vous voulez l'adresser à un médecin du sommeil. Soit vous avez la chance d'être dans un cabinet où le cardio, où le médecin est formé et c'est magnifique, soit ce n'est pas le cas et vous pouvez l'adresser dans votre réseau à un médecin qui est diplômé, en tout cas formé pour prescrire des traitements du sommeil. Tous les pneumologues peuvent le faire. Maintenant, il y a évidemment le DIU du sommeil, il y a des formations DPC, et puis il y a une réforme du 3e cycle il y a quelques années dans les études médicales comme une espèce de surspécialité où les médecins qui feront cette FST sommeil ne sont pas obligés d'aller vers un DIU ou un DPC. Voilà. Ça, les médecins sont très au courant, c'est leur partie, ils savent absolument comment se former et comment
comment accéder à ces formations. Alors, les traitements, ils sont là. Évidemment, on va proposer dans un premier temps des mesures hygiéno-diététiques. Plus les choses sont modérées et plus on ira vers ces solutions-là. De toute façon, perdre du poids, ce sera toujours intéressant pour le patient. L'hygiène du sommeil, l'hygiène de vie. Les traitements posturaux, c'est vraiment réservé à des patients qui ont ce qu'on appelle des syndromes positionnels. Voilà, bon, on n'en parlera pas dans cette présentation. L'orthèse d'avancée mandibulaire, c'est un système sur mesure qui va permettre de dégager le carrefour au niveau des voies aériennes supérieures en avançant la mâchoire inférieure. Voilà. Et puis la pression positive continue, la PPC, le fait d'envoyer de l'air en sous pression grâce à une machine et un masque. Alors, c'est beaucoup plus élaboré que ça. Je vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui de l'algorithme, mais il y a des choses on peut personnaliser beaucoup le traitement avec des options de confort, etc., etc. La chirurgie, c'est réservé dans des cas très particuliers, plutôt chez les enfants et chez l'adulte, vraiment dans des cas quand on peut améliorer les choses au niveau, je sais pas, de rétrognathie sévère, etc., etc. C'est pas le traitement le plus répandu. Les recos en termes de traitement, elles sont là. Ça aussi, vous aurez ce diagramme en fonction s'il y a des comorbidités cardiovasculaires ou respiratoires associées. On ira plutôt vers la PPC. L'orthèse sera réservée pour des syndromes modérés sans comorbidité respiratoire ou cardiologique. Le patient peut refuser la PPC ou ne pas la tolérer. À ce moment-là, le médecin doit pouvoir lui proposer également une orthèse. Bon, on arrive cette fois-ci au prochain sondage. Anaïs. Le dernier. Le dernier. Alors, du coup, le dernier sondage, c'est selon vous, en pourcentage, combien de patients arrêtent leur traitement par PPC au bout de 3 ans? Donc, le traitement par PPC, ça demande de la rigueur. Hein. La difficulté pour les patients, c'est que c'est toutes les nuits. C'est ça. Pour toute la vie, pour la plupart du temps. Alors là, on a beaucoup de… là, ça va de 10 à 80%. Oh, il y a des pessimistes dans le public. Beaucoup, entre 40 et 50%, Clarisse. Ouais, vous êtes super fort. Moi, je pense qu'Hugo, il a déjà aidé tout le monde. Hein. Il a donné des réponses. Je pense qu'Hugo a donné des antisèches. Franchement, il les a briefés avant, c'est pas possible. Oui. Bon, bravo, vous êtes super fort. Effectivement, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette grande étude qui s'appelle Alaska. C'est ce qu'on appelle une étude en vie réelle. C'est un peu différent, enfin c'est différent des études classiques randomisées en médecine qu'on a l'habitude de voir. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est que les équipes ont regardé 480 000 patients, quasiment 500 000 patients pendant 3 ans, patients équipés d'une PPC grâce aux données de santé. Donc, il n'y avait pas de biais de recrutement. On a vraiment regardé une population extrêmement large. Et ce qui a été très frappant dans les résultats, vous avez absolument raison, c'est que quasiment 50% des patients, au bout de 3 ans, n'étaient plus sous PPC, n'avaient plus leur traitement. Donc ça a vraiment percuté, interrogé la communauté scientifique parce qu'il faut absolument comprendre pourquoi ces patients arrêtent le traitement. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, le médecin diagnostique un problème, prescrit le traitement et derrière, le patient ne reste pas observant. L'adhésion, c'est quelque chose de clé. C'est vraiment clé, quelque chose de primordial dans la prise en charge de ces patients parce que on sait qu'en gardant la PPC, eh bien, les patients vont gagner en survie en réalité. C'est pas juste un bénéfice en termes de qualité de sommeil, de qualité de vie, c'est en termes de survie. Ils vont gagner 39% de chances de survie. Ils vont diminuer le risque de survenue d'hypertension de 25%, de 23% le risque de survenue d'insuffisance cardiaque. Donc ça, c'est pas rien, c'est vraiment des patients que vous avez tous les jours, vous, dans vos cabinets. Un quart des patients qui ont arrêté la PPC ont repris le traitement dans l'année qui suivait l'interruption. Et donc, les médecins, les équipes scientifiques ont regardé ce qui se passait pour ces patients qui avaient arrêté dans un premier temps et qui ont repris ensuite. Eh bien, ceux qui ont arrêté et qui ont repris le traitement, ça a eu encore un bénéfice sur leur santé et sur le risque de mortalité. Donc, un patient qui arrête, le message, il est là en fait, un patient qui arrête son traitement
pour plein de raisons. On ne va pas développer ce soir, mais il y a plein de raisons qui peuvent faire que le patient se décourage, est inconfortable, intolérant, etc., etc. Eh bien, si on arrive à trouver une solution, à le convaincre, à l'accompagner pour qu'il reprenne le traitement, il va gagner encore en chance de survie, il va gagner en diminution de risque des pathologies, notamment cardiovasculaires. Donc, ça vaut le coup d'accompagner les traitements, d'accompagner les patients dans leur traitement. Il y a une étude aussi sur l'orthèse, ORCAD, je ne vais pas m'étendre non plus ce soir, mais qui a montré le bénéfice de l'orthèse chez ces patients en termes d'IH, en termes de somnolence, en termes de confort de sommeil, etc., etc., et sur l'hypertension, sur la nicturie, sur plein de symptômes. Donc, on sait aujourd'hui, on a les preuves que le bénéfice, les traitements sont bénéfiques. Aujourd'hui, la clé, c'est probablement aussi la personnalisation du traitement. Si vous avez assisté à des présentations ou si vous écoutez un petit peu ce qui se dit sur ces thématiques-là, on parle beaucoup de phénotypage aujourd'hui de patients, de clustering. On va pouvoir identifier des profils de patients et peut-être personnaliser le traitement en fonction du profil de ces patients. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on pourra aussi prédire peut-être l'efficacité du traitement, etc., etc. Donc, il y a plein de choses encore à découvrir sur ces thématiques-là. On est loin encore de tout connaître. Le deuxième message à garder pour la maison, donc le premier, c'est vraiment penser à dépister vos patients, penser à questionner vos patients sur la qualité de leur sommeil, le patient, le conjoint, etc. Et à l'orienter vers un médecin spécialisé. Et le deuxième message, c'est une fois que le patient est traité, votre rôle, il est primordial, il est clé aussi dans l'accompagnement, dans l'adhésion du traitement. Parce que plus le patient reste adhérent, il y a un effet dose sur l'efficacité, sur le bénéfice, et notamment sur les pathologies cardiovasculaires. Il est 21h25. On arrive aux questions-réponses, Anaïs. Alors, je t'ai mis de côté une première question et je sais comment se passent les webinars. Les questions vont tomber maintenant. Mais j'ai tout de même une petite question de côté. Ah. Alors, si on considère que le syndrome d'apnée du sommeil est une comorbidité cardiovasculaire, faudrait-il dépister systématiquement tous les patients ayant fait un AIT certain ou un AVC? Alors, sur l'AVC, oui, il y a des recommandations. L'AIT, je ne vais pas me prononcer parce que je voudrais pas dire de bêtises, mais sur l'AVC, ouais, il y a des recommandations. Il faut dépister ces patients. C'est recommandé par les sociétés savantes. Ouais. Parce que on sait que dans le mécanisme d'apparition, enfin dans l'AVC, dans la complication de l'AVC, souvent sous-jacent, c'est le SAOS qui a mené à toutes ces complications. Donc, ouais. Et en équipant le patient, on va limiter le risque de survenue d'un deuxième AVC en réalité. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est des patients qui ne sont pas forcément très simples à équiper. Plus l'événement est récent, ils peuvent, avec toutes les complications qu'on peut avoir en post-AVC, mais ça vaut vraiment le coup et derrière, on peut limiter la survenue d'un deuxième accident. Ouais. Ok, alors merci Clarisse. Il y avait eu d'autres petites questions auxquelles j'ai essayé de répondre au fur et à mesure. Donc, n'hésitez Génial. pas si vous avez des questions maintenant, c'est le moment. Je vais quand même aussi vous mettre notre mail parce que vous pouvez aussi avoir des questions qui vous viennent un petit peu plus tard. Donc, n'hésitez pas. Je vais vous le mettre immédiatement dans le chat. En début de session, quand Clarisse a partagé sa première slide, je vous avais également mis le lien de la ResMed Academy Online. Hop, je vous mets le lien. Alors, on a une question en France. On propose d'abord la PPC, mais est-ce que l'orthèse d'avancée mandibulaire est aussi efficace en cas de refus de la PPC? Alors, c'est une bonne question. Oui, l'orthèse d'avancée mandibulaire est efficace. Et même, voilà, parfois, même chez des patients qui ont des IH au-delà de 15, si le patient refuse, le médecin doit pouvoir proposer la solution de l'orthèse d'avancée mandibulaire. Absolument, absolument. Et c'est une solution qui fonctionne très bien. Alors, l'orthèse, elle va être proposée sur les syndromes modérés et en cas de refus ou d'intolérance de la PPC. Donc, c'est vrai que selon les secteurs géographiques où vous travaillez, peut-être que vous n'avez pas de médecin, en tout cas de dentiste ou d'orthodontiste ou de praticiens formés, ou vous n'avez pas connaissance des praticiens formés, n'hésitez pas, on peut peut-être vous aider aussi sur ce sujet-là en termes de réseau, d'adresses et de listes de professionnels, mais évidemment que l'orthèse doit être proposée. Il y a des recommandations dans ce sens-là
dans un certain cadre. Oui. Bien évidemment, il y a des contre-indications. Hein. Voilà. On va pas proposer chez tous les patients, mais c'est une solution qui fonctionne. On a une autre question par rapport aux effets secondaires. Mhm. On connaît les effets secondaires de la PPC, hein, Oui. notamment par exemple la sécheresse Oui. buccale ou nasale qui peut être ressentie par les patients. Mm. Alors, qu'est-ce qu'on a comme solution hormis l'humidificateur? Voilà. Alors, la cause majeure de non-observance, en fait, là, on a Christelle qui nous dit que l'humidificateur peut être la cause majeure de non-observance ou peut-être l'effet secondaire de la muqueuse. Il y a une étude qui est assez intéressante, Clarisse, tu sais, Alliance Apnée Sommeil. Oui. Je vais Tu peux partager dans le chat. de trouver le site et je vous le partage dans le site. Tu peux partager dans le En fait, chat. c'est des patients qui sont interrogés. Absolument, c'est vraiment dans ce sens-là. La première plainte qui revient quand on questionne des patients sur leur traitement, sur la PPC, c'est le masque. C'est tous les effets secondaires liés au masque. Anaïs, tu as absolument raison, les fuites et les problèmes d'interface. Aujourd'hui, ce sont des traitements qui ont quand même énormément évolué. On a un choix de masque qui est énorme, d'interface, de type de masque, on a beaucoup de choses pour trouver des solutions pour les patients. Alors oui, la sécheresse des voies aériennes, c'est un des effets secondaires qui est normal, hein, quand on met une PPC, on va court-circuiter un petit peu tous nos petits cils, tout le système qui va réchauffer, humidifier, filtrer l'air qu'on amène dans nos poumons. Et donc, ça peut faire partie des effets secondaires. Il y a certains patients chez qui ces effets secondaires vont passer dans les premières semaines de traitement, et puis d'autres chez qui ça va perdurer. Donc, on peut proposer une solution d'humidification, évidemment, un humidificateur. On peut aussi mettre des circuits chauffants. On va adapter les réglages pour pouvoir optimiser ça. Pour éviter aussi la sécheresse des voies aériennes, il faudra limiter les fuites. Tout ça, on pourra le voir dans l'analyse des données. Aujourd'hui, les machines, elles transmettent énormément de données sur les plateformes, dans nos logiciels. On est en mesure d'aller regarder ça. On forme énormément de techniciens, Anaïs et moi-même, et toute l'équipe des techniciens, des infirmiers, à l'analyse des données sommeil pour aider à la prise en charge, justement, et au dépistage de tous ces effets secondaires. Donc, il n'y a pas de fatalité. Le message, il est là. Il n'y a pas de fatalité. Des effets secondaires, oui, il peut y en avoir, mais à chaque effet secondaire, on peut proposer quelque chose. Et il n'y a pas de raison que le patient soit pas confortable avec son traitement. On doit tout mettre en œuvre. Pas hésiter à solliciter le prestataire. Vous, à votre niveau, peut-être que vous ne pourrez pas trouver de solution, mais il y a des techniciens, il y a des infirmiers qui travaillent pour des prestats et qui pourront trouver la solution. J'ai mis dans le chat, j'ai glissé Oui. l'enquête d'Alliance Apnée Sommeil. Et j'ai une autre question de Latifa. Le syndrome d'apnée du sommeil est-il réversible si l'on corrige les FDR? Alors, que sont les FDR? Alors, je comptais sur toi, Clarisse, parce que moi, tout de suite, je n'avais les pas facteurs de risque. Mais les facteurs de risque. risque. Non, mais soyez indulgents avec nous. Il est 20h. Alors, oui, Merci beaucoup. exactement. Alors, Vous pouvez nous dire Latifa, il est 21h31. Comment te dire que FDR, je ne l'avais pas. Oui, les facteurs de risque. Évidemment que il y a certains facteurs de risque sur lesquels on va pouvoir agir. Évidemment, l'activité physique. On sait aujourd'hui que 30 minutes d'activité physique va améliorer, augmenter le sommeil profond, améliorer la qualité de sommeil, etc., diminuer le niveau de stress. L'alimentation, on sait aujourd'hui que l'alimentation a un rôle très important dans ce qu'on vit au quotidien. Le poids, évidemment, qu'il y a des patients, s'ils perdent du poids, et ça, c'est très important. Moi, je travaillais avec des pneumologues qui disaient aux médecins, des fois, c'est pas forcément 20 kilos, c'est 4-5 kilos. Mais ces 4-5 kilos, ils sont des fois mal situés, et notamment les hommes, on sait, ces kilos, ils vont se mettre plutôt sur le haut du corps, c'est pas de chance. Et notamment les infiltrats graisseux dans le cou, la base de langue, etc. On ne soupçonne pas. Des fois, 4, 5, 6 kilos. Et oui, on va moins ronfler. On va peut-être pas éradiquer le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, mais on va diminuer les événements, on va diminuer la gravité, on va améliorer la tolérance du traitement, etc., etc. Donc, évidemment, c'est une prise en charge qui est globale, holistique, c'est très à la mode. On va agir, bien évidemment, on apporte une solution, une orthèse, une PPC, mais il faut aussi améliorer, bien évidemment, l'alimentation, l'activité physique, le niveau de stress, l'environnement, etc., etc. Donc, oui, il y a plein de choses à faire. Supprimer complètement, peut-être pas, mais en tout cas, diminuer. Est-ce que tu as une idée, Clarisse, de combien de temps en moyenne un patient va-t-il mettre à s'habituer?
à À la PPC? s'acclimater avec sa PPC. Et je pense que c'est une question difficile parce que ça dépend Ouais, vraiment du patient. évidemment. Chaque patient est un challenge, hein. C'est pas à vous qu'on va apprendre ça. Par expérience, parce que voilà, j'ai des patients que j'ai pris en charge avec des PPC. Vous avez des patients qui sont tellement symptomatiques, mais tellement symptomatiques, ils sont tellement crevés, ils ont tellement un impact dans leur vie quotidienne, dans leur travail, dans leur vie au quotidien, que vous allez leur mettre la PPC, ça va fonctionner, ils vont dormir rapidement. Mais quand je dis rapidement, c'est peut-être pas la première nuit, mais dès la deuxième nuit, et ils vont se lever le matin et ils vont dire c'est miraculeux. Ça, des patients comme ça, on en a, ça existe, franchement. Et ça, c'est que du bonheur parce qu'ils vont accepter le traitement et il n'y a aucun souci. Il y a des patients où c'est un peu plus compliqué, des patients qui ont moins de symptômes et donc qui vont peut-être moins voir le bénéfice tout de suite. Et c'est pour ça que vous avez un rôle aussi là de communication, d'éducation thérapeutique, d'accompagnement pour dire voilà, évidemment, peut-être vous ne vous rendez pas compte, il n'y a peut-être pas de symptômes, vous n'êtes peut-être pas si fatigué, mais de manière sous-jacente, à bas bruit, ce syndrome d'apnée, eh bien, il fait des dégâts sur vos vaisseaux, sur votre cœur, sur vos reins, sur voilà votre pancréas, etc., etc. Et puis, il y a des patients qui cumulent aussi ce qu'on appelle l'insomnie et le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Ça, c'est très intéressant. Ça s'appelle les patients COMISA. Et ceux-là, ils sont pas faciles non plus ils ont des difficultés à s'acclimater parce que ils vont vous dire qu'ils dorment pas. Et ils ont aussi besoin d'une machine pour l'apnée du sommeil. Donc, il y a une prise en charge aussi globale. Il faut discuter pour voir avec le médecin du sommeil. Des fois, on met un petit traitement au début pour permettre voilà, de l'acclimatation, le fait de s'habituer à la PPC. Il y a plein de choses à faire. Voilà. On ne peut pas tout dire ce soir, mais… Non, et je vais remettre une dernière fois notre mail Ouais. au cas où vous n'auriez pas pu le prendre. Je le remets une dernière fois dans le chat, afin d'être sûr de ne pas laisser de personnes Oui, d'être passé à frustrées côté. dans ce webinaire, parce que vous avez vraiment été ultra Ah ouais, participants. franchement, C'est pas merci toujours beaucoup comme pour vos ça, c'est retours. très agréable. Non, Ouais. mais on nous avait prévenu, on nous avait dit les IPA, ils sont dynamiques, ils sont au top. Aurélie qui nous dit merci beaucoup, je vais maintenant être Oui, attentive pour mes patients. Ah, c'est on a eu magnifique. plein de remerciements. Et donc, du Hugo, coup, par oui. contre, Clarisse, tu avais promis des slides. Donc, Alors qu'est-ce j'ai que tu promis des réponds slides. maintenant? Oui, bien sûr que je vais donner mes slides parce que je suis passée assez rapidement et notamment sur les messages sur les recos des pathologies Ouais. cardiovasculaires. Donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'articles, il y a des messages clés, j'ai des chiffres, j'ai des références. Ça, bien sûr, je vais le partager avec Hugo. Mais le message clé, il est quand même que voilà, il faut dépister vos patients. C'est recommandé par les experts, par les sociétés savantes. Et quand ils ont un traitement, il faut les aider à rester adhérents. Voilà. Vous avez vraiment une mission là entre les mains précieuse. Hugo, le mot de la fin, Le mot de la fin pour Hugo. il est pour toi. Ben, merci en tout cas, hein. C'était vraiment, comme je m'attendais, un travail de qualité. Et je pense que ça satisfait pas mal de monde. On va voir pour la vidéo YouTube ensemble après. Et puis voilà, le prochain webinaire, en tout cas, c'est sur la télésurveillance avec Élise Gallard. J'ai mis le lien Génial. dans le chat pour ceux qui veulent s'inscrire. Et puis, Nous, on s'inscrit, Anaïs, hein, c'est prévu. Ouais. En plus D'ailleurs, on va du s'inscrire à tous déplacement à les Paris. événements IPA. Ouais. On vient au congrès, on s'inscrit à C'est tous ça, les webinaires. exactement. C'est fini. voilà. N'hésitez pas à envoyer vos questions aux formatrices. Si vous voulez en savoir plus sur l'apnée du sommeil ou même sur le travail en collaboration qu'on peut avoir avec la société ResMed, hein, qui est très intéressant, n'hésitez pas à les solliciter. Merci beaucoup. Voilà. Merci à tous. Bonne Et ben, on est soirée. bien Prenez respecté soin de le vous. timing, hein. C'est rare quand on finit Ouais. si tôt, c'est bien. Allez, passez une bonne nuit, une bonne soirée. Merci à Bonne nuit, tous. bonne Bonne soirée. soirée. Merci Anaïs. C'était un plaisir. Hugo, à bientôt. À À bientôt. bientôt.